L'inauguration hier à Libreville du nouveau siège social de la Caisse des dépôts et de consignation, baptisé Casimiro Yemba, par le vice-président de la République, Alexandre Barraud-Chambrier, en présence du vice-président du gouvernement et de plusieurs invités de marque. Guy Bertrand Mapangou, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, a procédé à l'ouverture de la première session ordinaire de l'institution. Les travaux sont axés sur la recrudescence des crimes de sang et la valorisation de l'Iboga. Voilà pour le sommaire. Merci de nous rejoindre sur Gabon Première. Bonjour et bienvenue à tous. Je vous l'annonçais en titre, le vice-président de la République, Alexandre Barraud-Chambrier, a procédé ce mardi à l'inauguration du nouveau siège social de la Caisse des dépôts et consignations, CDC, baptisé Casimiro Yemba, situé sur le boulevard Omar Bongo Ondimba à Libreville, en présence du vice-président du gouvernement, Herman Imongo, de plusieurs membres du gouvernement, de partenaires institutionnels et de chefs de mission diplomatique accrédités au Gabon, 15 ans après la création de l'institution communication présidentielle. Avec l'inauguration de ce nouveau siège de la Caisse de dépôt et de consignation, ce sont près de 400 emplois supplémentaires qui viennent d'être créés, matérialisant ainsi la volonté des plus hautes autorités de promouvoir l'expertise nationale et l'emploi local dans les projets à fort impact social. La structure étatique revêt un rôle central dans la sécurisation des fonds publics, la gestion des consignations, l'épargne institutionnelle ainsi que le développement des projets structurants au service du rayonnement national. La volonté présidentielle étant de bâtir des institutions modernes et efficaces. L'édifice de type R+6 situé sur le boulevard Triomphal est bâti sur 6480 mètres carrés. Le bâtiment comprend entre autres 200 bureaux, 100 places de parking, 2 sous-sols, un restaurant panoramique, 2 auditoriums de 120 places et des espaces fonctionnels. L'inauguration qui nous réunit ce jour intervient dans un contexte économique national et international exigeant, marqué à la fois par la nécessité de consolider notre souveraineté économique et par de fortes attentes sociales. Notre pays fait face à un impératif clair: accélérer la diversification de notre économie, créer des emplois durables décents pour notre jeunesse, répondre efficacement aux attentes sociales légitimes de nos concitoyens en matière d'infrastructures, de services publics et de réduction des inégalités. Le bâtiment baptisé du nom de l'ancien banquier, gouverneur de la BEAC et ancien Premier ministre, Feu Casimiro Yemba, est inauguré par le vice-président de la République, Alexandre Barraud-Chambrier, qui a pris le temps de découvrir l'infrastructure. Une visite durant laquelle il a réaffirmé l'importance de la CDC dans la mise en œuvre des politiques publiques en insistant sur la nécessité d'une gestion rigoureuse et transparente des ressources. Il a également salué l'engagement des équipes et encouragé la poursuite des efforts pour faire de cette institution un véritable levier de développement économique et social. Notre action publique est guidée par une boussole claire. Le Plan national de croissance et développement PNCD, qui fixe le cap d'une croissance durable, inclusive et créative de valeur ajoutée sur le long terme. Dans cette occurrence, la Caisse de dépôt et consignation apparaît comme un bras armé financier de la stratégie d'État. Son mandat, son modèle économique et sa gouvernance sont nécessairement alignés sur les objectifs du PNCD. Le nouveau siège que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas seulement un bâtiment moderne, et l'administrateur l'a dit tout à l'heure, il est le symbole concret d'une restauration qui porte sur le renforcement institutionnel de la CDC, la professionnalisation accrue de ses équipes et de ses métiers, sa capacité à attirer et à structurer des financements de long terme et son engagement à servir avec rigueur et transparence l'intérêt général des priorités définies par le chef de l'État. Ce nouveau siège n'est pas seulement un symbole architectural, il incarne pleinement la vision du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, et constitue surtout un outil au service de la modernisation de l'administration et de l'efficacité de l'action publique. La cérémonie a favorisé la distinction de plusieurs acteurs ayant participé à la matérialisation de ce projet.
Et c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour le paysage institutionnel gabonais, un bâtiment aux standards modernes appelé à jouer un rôle central dans le financement du développement économique et social du pays. Alpha Ndombi Moussavou et Justin Djana nous en disent un peu plus. Coupure du ruban, bénédiction du prêtre, des gestes forts qui consacrent la mise en service du nouveau siège de la Caisse des dépôts et consignations baptisée Marie-Ange Casimir Oyemba, figure emblématique de la vie politique gabonaise. Ce bâtiment moderne marque une nouvelle étape dans le renforcement des instruments financiers publics du pays. Le nouveau siège que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas seulement un bâtiment moderne, il est le symbole concret d'une restauration qui porte sur le renforcement institutionnel de la CDC, la professionnalisation accrue de ses équipes et de ses métiers, sa capacité à attirer et à structurer des financements de long terme et son engagement à servir avec rigueur et transparence l'intérêt général des priorités définies par le chef de l'État. Doté d'infrastructures modernes et d'équipements de dernière génération, cet édifice ambitionne de consolider le rôle stratégique de la CDC comme le levier de financement du développement économique et social du Gabon. Cet édifice imposant, dont les travaux ont démarré en 2015, est conçu sur une superficie de 4 880 m² avec 6 800 m² de surface habitable, est composé de 5 étages de bureaux d'une capacité de 400 personnes, 2 amphithéâtres, une salle de conseil d'administration, une salle de sport de 90 m², une terrasse de 150 places assises, 5 ascenseurs. Au nom de mes frères et sœurs, je voudrais remercier les autorités de l'État qui ont décidé de baptiser le siège de la CDC du nom de Casimir Oyemba. À travers cette inauguration, le Gabon réaffirme sa volonté de moderniser ses institutions et de poser des bases solides dans le développement durable. Le dialogue initié depuis plusieurs jours entre le gouvernement, les responsables et les syndicats du secteur pétrolier vient de connaître une avancée significative avec la prise en compte des indicateurs de classification des contrats. Cette étape marque un progrès important dans les discussions visant à améliorer les conditions de travail et les relations entre les parties prenantes de ce secteur stratégique pour l'économie nationale. Frédéric Yandamoukoula, Francis Ifunda, Peter Monfombi et Alain-Serge Eyeni. Un grand pas vient d'être franchi dans les négociations entre responsables du secteur pétrolier et partenaires sociaux réunis autour du vice-président du gouvernement, Herman Imongo. Après les différentes réunions, les discussions au sein de la commission, il y a beaucoup d'éclaircies. On peut considérer que la première grande étape a été remplie, à savoir la détermination de la nature des contrats. Il y avait un travail de clarification à faire sur ces contrats dits de prestation de services et de contrats de mise à disposition de personnel. Les conclusions des travaux de la commission nous ont fait souligner la quasi-signature des procès-verbaux de tous les opérateurs avec les syndicats, à l'exception d'un seul opérateur. Tel que cela a été restitué ici, les lignes de fracture, si je peux les appeler ainsi, peut-être n'en seront plus une fois qu'on va passer dans la phase plus pratique. La deuxième étape, concernant le chiffrage, reste en discussion. Je vous demande, dès les prochaines 48 heures, donc à partir de jeudi, de vous retrouver en commission. Vous passez le crible, opérateur par opérateur, maintenant dans la phase de chiffrage. Il s'agira dans le cas de Perenco de donner une estimation de l'écart donc du préjudice constaté sur la base de ces contrats. Il s'agira, en ce qui concerne les syndicats, d'apprécier ce qui est proposé, ce qui est mis sur la table pour servir de discussion. Encore une fois, nous discutons en ayant à l'esprit qu'une bonne partie du problème voit sa résolution dans la mise en commun de notre désir de lutter contre un certain nombre de situations, notamment de précarisation du secteur. Au terme de ce conclave, les différentes parties ont manifesté leur ferme volonté de parvenir à un consensus. Le ministre de l'Économie et des Finances Thierry Minko ainsi que le ministre délégué au budget Marc Abégué accompagnés de leurs collaborateurs ont été auditionnés hier au Palais de la Constitution, siège de la Cour constitutionnelle du Gabon. L'audience présidée par le président de cette institution, Dieudonné Abaono, fait suite à la requête introduite
par l'ancien député de la transition Jean-Valentin Ileyama. Doris Cruz Nkolo, le point. Accompagné de son ministre délégué et plusieurs de ses collaborateurs, le ministre du Budget fait son entrée à la salle de délibération pour son audition, suite à la requête en annulation partielle de la loi numéro 041/2025 du 29 décembre 2025, déterminant les ressources et les charges de l'État pour l'année 2026. Nous avons apporté les arguments clairs, conformes à la loi, conformes au Code général des impôts, conformes à la loi relative aux lois de finances et à l'exécution du budget, et qui prouvent qu'en réalité, il n'y a pas violation de la Constitution dans ces dispositions de la loi de finances, et que toutes les dispositions de la loi de finances 2026 sont parfaitement conformes à la Constitution. Dans son laïus, le membre du gouvernement a expliqué non seulement l'importance de cette taxe pour le développement du pays, mais également son taux et les modalités de recouvrement de celle-ci. On a simplement pris le soin de relever dans le Code général des impôts, dans la loi 20/2014 relative aux lois de finances et à l'exécution du budget, les dispositions qui montrent qu'en réalité, la taxe forfaitaire d'habitation, telle qu'elle est présentée dans la loi de finances, est conforme à la Constitution. De par son libellé, de par les dispositions qui ont été prises pour indiquer, pour préciser qu'il y a des textes réglementaires qui vont être pris et qui vont fixer, préciser les modalités d'exécution de ces taxes. La Cour constitutionnelle, en sa qualité de garante de la protection des droits fondamentaux en République gabonaise, dira si celle-ci viole ou non les dispositions de la Constitution du 19 décembre 2024. Les crimes de sang et l'iboga au cœur d'une session de 21 jours hier à l'ouverture de la première session ordinaire du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Guy Bertrand Mapangou, le président de cette institution, a placé les travaux sous le signe des préoccupations majeures du moment. On en parle avec Léa Virginie-Atta. Exécution de l'hymne national pour le démarrage. Présidé par Guy Bertrand Mapangou, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, ces travaux porteront sur deux thématiques. D'abord, la recrudescence des crimes de sang au Gabon, stratégies et suggestions pour endiguer le phénomène. En appelant à ce débat, le CESEC a entendu provoquer un électrochoc à la hauteur de la gravité des faits observés, afin de replacer la question de la protection de la vie humaine, de la dissuasion et de la responsabilité pénale au cœur d'une réflexion nationale. La deuxième thématique porte sur l'iboga. Il s'agira de réfléchir aux mécanismes permettant de le valoriser durablement. Pendant que les laboratoires étrangers s'emparent de ces vertus en déposant des milliers de brevets, érigent des cliniques à travers le monde, le Gabon ne peut et ne doit plus rester spectateur de sa propre spoliation. Le gouvernement se doit de déclarer l'iboga patrimoine national inaliénable. Ces réflexions visent à produire des réponses adaptées et à orienter les politiques publiques vers des solutions durables et respectueuses des valeurs sociales, traditionnelles et culturelles du pays. Durant 21 jours, les travaux permettront d'élaborer des recommandations qui seront transmises aux autorités compétentes. Les propositions viendront appuyer l'action gouvernementale. Les grandes coupures d'eau et d'électricité enregistrées ces dernières semaines dans le Grand Libreville ont fortement impacté les ménages et les activités économiques. Face à la grogne des populations, le ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie, Philippe Tonongoy, a convoqué hier après-midi une séance de travail avec l'équipe dirigeante de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, conduite par son président du conseil d'administration, Gaël Bimba Okoko, Hervé Ndigué, pour le compte rendu. Au cabinet du ministre Philippe Tonongoy, les responsables de la SEG sont venus donner des explications suite aux importantes coupures d'eau et les délestages qui ont pénalisé les habitants du Grand Libreville ces dernières semaines. Pour la SEG, plusieurs facteurs seraient à l'origine de cette situation. Les délestages rotatifs continuent du fait de certains câbles de transport qui ne sont pas disponibles aujourd'hui ou alors qui ont des limitations. Et en eau, en fait, nous étions en train de travailler samedi dernier sur un problème, une grosse fuite, en fait, à la sortie de l'usine de Ntoum, parce que la zone a été isolée.
et nous continuons de travailler dessus et nous espérons que d'ici la fin de la semaine, nous aurons terminé. Au-delà du constat, l'AECG assure avoir engagé un plan d'urgence pour réduire progressivement les perturbations. Il y a des plans de correction qui sont mis en place, comme l'usine de la SEG à Port-Gentil. Nous avons commencé les travaux. À Libreville, il en est le même pour également remplacer 2 vieilles turbines à gaz par 2 nouvelles turbines à gaz. Cette séance de travail marque une étape importante dans la recherche des solutions durables aux difficultés d'approvisionnement en eau et en électricité dans le Grand Libreville et à Port-Gentil. Le gouvernement se veut ferme, attend des améliorations rapides et visibles. De son côté, l'AECG promet une accélération des travaux et une communication plus régulière envers les usagers. Ouvrons le dossier de ce 13h. La problématique du logement, encore une épine au pied des pouvoirs publics. Trouver un logement décent demeure un luxe à Libreville avec des tarifs pas toujours à la portée de toutes les bourses. Enril Kozas, Kombila, Rodolphe et Ylenvé. Répondant à un besoin de résidence caractérisé par des enjeux socio-économiques comme la pénurie ou le coût, se loger au Gabon, à Libreville, se révèle être un luxe. Une situation favorisée par un déficit de près de 200 000 logements sur l'ensemble du territoire national, résultat d'échec d'une politique de logement mal exécutée des décennies durant, traduisant ainsi une absence notoire de prise en compte de cette préoccupation sociale majeure. Avec un marché caractérisé par des prix élevés, les Gabonais demeurent des orphelins de logements décents, tellement le secteur en éternelle souffrance. À rajouter aux indemnités de logement incompatibles aux tarifs réels du terrain, des tarifications non réglementées associées à des frais d'agence fixés loin d'un cadre législatif, les possibilités de se loger dignement sont de plus en plus moins évidentes. La responsabilité est indéniablement gouvernementale, celle d'élaborer et d'exécuter une politique de logement viable et offrir des logements dignes et des parcelles entièrement viabilisées. Avec une démographie aussi faible, le Gabon ne manque pourtant pas de ressources pour loger sa population avec décence. Le tout étant une question de volonté et d'organisation rigoureuse. Inscrit dans la construction des 6 000 logements depuis 2024 pour répondre à ce gros déficit, ces 6 000 logements sont entendus d'ici décembre 2026. Pour l'heure, trouver un logement décent pour le Gabonais lambda demeure un parcours du combattant. Et les frais des démarcheurs et les charges imposées par les propriétaires au Gabon sont encore aujourd'hui non plafonnés par l'État. Une charge financière lourde, un point de friction majeur pour les Gabonais en recherche d'un logement. Le sujet est signé Chérel Bougota et Gérard Magnagna. De Libreville à Akanda, en passant par Ovendo, Port-Gentil, bien se loger ces dernières années est devenu un luxe, surtout pour les familles aux revenus modestes qui subissent de plein fouet le déficit de logements sociaux. Les montants des loyers, toujours non encadrés par l'État, sont de plus en plus élevés et déconnectés de la réalité. Ici, là, c'est une chambre avec une douche, une toilette, mais il n'y a pas d'eau. 100 000. C'est cher, puisque le courant, il est à part. C'est pas sérieux. Surtout pour les Gabonais économiquement faibles. Pour eux, la priorité serait déjà, si le loyer est payé, ce serait comme s'il a déjà fait sa popote du mois. Rechercher un bien locatif, particulièrement dans les marchés tendus, c'est d'abord faire face aux exigences de plus en plus hautes de la part des propriétaires. Tu ne peux pas mettre une chambre ou bien un studio à 20 000, mais la matière coûte cher. Avant, on prenait un sac de ciment à 3 500, 4 500. Aujourd'hui, le sac de ciment à 5 500. La tôle Galva, c'est 3 000 francs. La tôle alu, c'est 6 500. Le chevron de 4 mètres, on trouve ça à 6 500. Mais la matière coûte cher. C'est pour ça que nous, les propriétaires, on est obligés d'augmenter les maisons. C'est encore faire face à d'autres obstacles. Peu d'annonces de qualité, des visites sur bouquet, des biens trop petits, des coûts supplémentaires imposés aux demandeurs par les démarcheurs qui exercent leur activité sans règles ni loi. On est appelé chasseurs d'appart, donc il y a des maisons de moins, on demande 50%, il y a des maisons qu'on demande 40%, d'autres maisons on demande 30%, ça dépend aussi de la poche du client. Non, il y a des frais qu'on prend avec l'accord du bailleur, il y a des frais qu'on ne prend pas avec l'accord du bailleur, parce qu'il y a des bailleurs qui n'aiment pas ça, qui voient ça comme des trucs louches, comme des escroqueries. Parce qu'ils savent que certains démarcheurs demandent beaucoup de frais, souvent 80%, souvent 100%. C'est parce que la légitimité d'un gouvernement est directement liée à sa capacité à écouter le peuple et à répondre à ses attentes
que des mesures concrètes, dignes et pérennes pour résoudre cette crise du logement sont attendues par les Gabonais. Au Gabon, se loger devient un luxe pour de nombreux ménages face à la hausse du prix des loyers et à une offre insuffisante de logements. Agents publics et salariés se retrouvent contraints de consacrer une part toujours plus importante de leurs revenus pour garder un toit. Just Lorna Awangi et Légistène Manika. Serval est agent de l'État gabonais, mais au-delà de son statut, il est surtout locataire d'une maison dont le coût dépasse largement sa prime de logement. Le loyer est très cher au Gabon et la prime de logement qui n'a jamais changé, qui est pour nous les fonctionnaires 150 000. Et on sait qu'aujourd'hui au Gabon, avec 150 000, quelle maison décente on peut avoir, on peut louer lorsqu'on est père d'une nombreuse famille par exemple. Si nous qui travaillons, nous sommes dans cette difficulté-là, c'est compliqué, on ne s'en sort pas. À plus forte raison, ceux-là qui n'ont pas des revenus assez conséquents. Et en même temps, s'il faut associer à cela le combat de sortie de la location avec le loyer qui est déjà cher et la vie qui ne fait qu'être chère que chaque jour au Gabon, c'est vraiment pas la joie. Comme lui, de nombreux Gabonais subissent cette pression à la fois sociale et financière. Au rythme imposé par les bailleurs, les loyers ne cessent d'augmenter, contraignant les ménages à multiplier les stratégies pour conserver un toit au-dessus de leur tête. La plupart des fins de mois, c'est des calculs parce que le loyer reste prioritaire. Lorsqu'on n'a pas un logement propre à soi, on est obligé de se plier à ces contraintes-là, quitte à sacrifier quelquefois certains besoins urgents de nos familles pour pouvoir d'abord satisfaire le loyer dans lequel nous vivons. L'État gagnerait peut-être à regarder comment améliorer aujourd'hui ou sinon augmenter cette prime de logement pour qu'au moins l'agent sente quelque part il y a au moins un léger mieux dans sa charge et éventuellement dans sa marge d'achat. Le Gabon accuse à ce jour un déficit de plus de 250 000 logements, dont plus de la moitié dans la seule province de l'Estuaire. Et cette question s'impose de plus en plus comme un enjeu social. Et l'encadrement de ce secteur dans notre pays viendrait considérablement freiner la gourmandise des bailleurs. Le cadre légal encadrant les rapports entre bailleurs et locataires est clairement défini par les textes en vigueur. Pourtant, entre dispositions légales et réalité du terrain, un écart persiste. Que dit la loi? Quels sont les droits et obligations de chaque partie? Eunice Biyogué et Tito Mohamed nous répondent. On regarde. Malgré des textes légaux existants censés encadrer les relations entre bailleurs et locataires, la pratique du marché locatif est souvent marquée par un laxisme institutionnel et une profonde ignorance des droits des locataires. Il faut dire que depuis 1987, le législateur gabonais s'est prononcé sur la question. Nous avons l'ordonnance numéro 1/87, 26 février 1987, qui vient déterminer la valeur maximum des loyers en République gabonaise. Il ressort des dispositions de l'article 7 de cette ordonnance que les prix des loyers sont fixés en tenant compte du centième de la valeur du bien. Sur le terrain, les règles existent mais sont rarement appliquées. Beaucoup de logements sont loués sans contrat écrit et sans dépôt officiel à la DGCC. Les loyers dépassent souvent les plafonds légaux, surtout dans les grandes villes. Les organismes publics chargés de contrôler le marché sont débordés et les sanctions prévues par la loi restent exceptionnelles. Les locataires se retrouvent souvent seuls face aux abus. Le locataire qui se sent lésé dans son droit, d'accord, il a cette possibilité de saisir le juge civil afin justement que ce dernier puisse dire le droit, c'est-à-dire puisse regarder ou veiller à l'application au respect justement de cette loi de 87 qui fixe ou qui détermine la fixation du montant de loyer. Les locataires ont pourtant des droits. Sécurité de leur logement, loyer plafonné, conditions décentes. Mais l'ignorance et le manque de sensibilisation les laissent vulnérables. Pour qu'un véritable marché locatif juste existe, il faudra à la fois un contrôle renforcé de l'État et une meilleure information des citoyens sur leurs droits. Au Gabon, le droit existe sur le papier, mais il reste à le faire vivre. Voilà qui referme le dossier de ce 13h. Et dans le cadre des relations républicaines entre l'UDB et les institutions publiques, et après son passage au Conseil économique, social et environnemental, Firmin Maurice Nguema, vice-président de l'Union démocratique des bâtisseurs en charge de la diaspora, a devisé hier après-midi avec le directeur général de l'Agence nationale des bourses du Gabon. Au menu des échanges,
la situation sociale des étudiants gabonais dans la diaspora et les perspectives. Compte rendu d'audience, Joyce Lorna Wangi, Tito Mohamed. Renforcer le dialogue autour du bien-être des étudiants gabonais à l'étranger. C'est l'objectif de cette rencontre entre la Direction générale de l'Agence nationale des bourses du Gabon et le vice-président de l'Union démocratique des bâtisseurs en charge de la diaspora. Une visite de courtoisie qui s'inscrit dans une dynamique d'écoute et de concertation, notamment sur les réalités sociales que vivent les étudiants dans la diaspora. Nous sortons de cette séance ou cette visite de courtoisie satisfait pour plusieurs étudiants qui ne sont pas là et que tout finira tôt ou tard par s'arranger si je m'en tiens à toutes les informations qui nous ont été données. Par rapport au projet de société du président de la République, notamment dans son axe 2 sur l'employabilité des jeunes et le cadre sur tout ce qui est capital humain, comment les choses se mettaient en place. Au cœur des échanges, les conditions de vie, les délais administratifs, l'accompagnement social. Le vice-président est venu s'enquérir de la vision actuelle de l'ANBG et des perspectives envisagées pour améliorer la prise en charge des bénéficiaires de bourses à l'étranger. N'oubliez pas que la diaspora forme la fine fleur de l'intelligentsia gabonaise. Il était tout à fait normal que nous nous rapprochions de la Direction générale de l'Agence nationale des bourses du Gabon pour évoquer un certain nombre de préoccupations d'ordre social, de manière à ce que nous soyons en phase et que nous ayons la même synergie. Au-delà d'une simple visite de courtoisie, cette démarche traduit également la volonté du parti de suivre de près les actions des institutions publiques, notamment celles en charge des questions sociales et estudiantines. L'Union démocratique des bâtisseurs entend jouer pleinement son rôle de veille et d'interpellation constructive dans l'intérêt des étudiants gabonais au pays comme dans la diaspora. 40 ans après la disparition de Cheikh Anta Diop, son dernier disciple, le professeur Pierre Oum Ndidji, a été accueilli à Libreville par la communauté scientifique gabonaise adepte de l'égyptologie, une visite consacrée à la recherche scientifique et à la mémoire ancestrale de la communauté kamite. Ruth Mignolet-Sanzou, Adeline Abamondor. La rencontre s'est ouverte par la libation rituelle sanctifiant l'espace pour un dialogue entre les vivants et les ancêtres. Au cœur des échanges, l'exigence de la rigueur scientifique dans l'étude de l'égyptologie noire. Le professeur a rappelé que la Renaissance africaine ne peut se construire que sur une base historique et linguistique solide, héritée de l'école de Diop. Aucune hésitation à accepter l'honneur que vous me faites pour perpétuer, pour transmettre la pensée, l'idéal de Cheikh Anta Diop, qui est notre idéal à tous pour la Renaissance africaine. L'aspect spirituel s'est cristallisé autour de Mayumba, terre de déportation de Cheikh Amadou Bamba. En acceptant de parrainer le pèlerinage panafricain, l'égyptologue lie officiellement la science historique à la quête de sens des communautés actuelles. Ce parrainage, dans la mesure où votre science donnerait la rigueur, votre filiation diopienne donnerait la légitimité, votre engagement panafricain donnerait la direction. Avant de rentrer au Sénégal en 1895. Tous ces sites-là maintenant, où il a eu à fréquenter, nous avons décidé chaque année d'y effectuer un pèlerinage. Un pacte scellé pour le 4 avril prochain, marquant le passage d'une reconnaissance de bibliothèque à une transmission de vie pour la renaissance des Kémites. La Ligue de taekwondo de l'Ogooué-Maritime, par le biais de son bureau, a organisé la deuxième journée du championnat provincial des plus petits aux juniors. Cet art martial sud-coréen a battu son plein dans la ville du Sable et enregistré plusieurs belles prestations. Alan Médigué, Adeline Abemdo, Le Point. Au dojo de Port-Gentil, dans la province de l'Ogooué-Maritime, les combats sont rudes. Pour la deuxième phase de Kyorugi, 61 athlètes dont des espoirs, des juniors et des seniors se sont défoulés dans le nombre de l'art avec des plastrons. Avec une facilité déconcertante, les athlètes des 8 clubs affiliés ont fait vibrer le tatami. La détente du jeune espoir est fantastique.
Il vient à bout de son adversaire par un knock-out au terme d'une opposition farouche. Les combattants font preuve d'agilité. Le président de la Ligue, Poati Gabriel, par ailleurs arbitre international dans la discipline, mobilise son équipe pour une meilleure avancée de la compétition. Le podium, à l'issue de cette deuxième journée du championnat de la Ligue de Taekwondo de l'Ogooué-Maritime, positionne Big Man, Eagles et Club Oshinsul. Le prochain exercice promet une lutte acharnée pour remonter au classement. Voilà, c'est tout pour ce 13h. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite du programme sur Gabon Première. Au revoir.